Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Urgence climatique, c'est le titre de la nouvelle grande exposition permanente de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ouverte au public depuis mai dernier. Mais si je dis nouvelle, c'est parce qu'elle est en place pour 10 ans, donc on a le temps d'en parler quand même. Une exposition qui ne se veut ni moralisatrice ni défaitiste et qui nous invite à repenser notre façon d'habiter le monde et à voir comment nous pouvons toutes et tous agir. Pour nous en parler, je reçois sur So Sweet Planet Adrien Stalter, chargé de projets muséographiques chez Universcience, l'établissement public regroupant le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il est muséographe et commissaire de cette exposition, de cette belle grande exposition. Bonjour Adrien Stalter. Bonjour. Alors, la montée des eaux, les méga-feux, les cyclones, les glissements de terrain, les canicules et autres phénomènes liés au réchauffement climatique font de plus en plus régulièrement l'actualité, mais ce ne sont pas les images que vous avez choisi de mettre en avant dans cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelle est votre approche ? Oui, alors pour reprendre votre question sur ces images très marquantes qu'on voit quasiment quotidiennement maintenant dans les médias et sur les réseaux sociaux, voilà, de méga-feux, d'inondations, d'événements climatiques extrêmes. C'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas montrer ces images-là dans l'exposition parce qu'on part du principe que ces images sont tellement maintenant intégrées dans l'imaginaire collectif, tellement elles sont présentes dans l'actualité, qu'elles ont presque un effet contre-productif. C'est-à-dire que de les montrer pour nous joue sur ce sentiment tout à fait normal d'ailleurs d'éco-anxiété. Donc de ressentir de la colère, de la tristesse ou du désarroi face à ce qui se passe. Et que du coup, montrer ces images aurait été à l'encontre de ce que nous, on veut dire dans notre exposition, à savoir comment est-ce que justement, à partir de ces images qu'on a dans les médias, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, clairement, aujourd'hui, je crois que le sujet du réchauffement climatique est admis. En tout cas, nous, on part du principe qu'il y a un consensus scientifique et qu'il n'y a pas de raison de revenir déjà sur l'explication de l'effet de serre dû aux activités humaines. Maintenant, on est au-delà de ça, on est dans l'action. Bien qu'on observe quand même, je fais une petite parenthèse dès le début, mais bien qu'on soit face à l'évidence, on a une remontée en flèche du climato-scepticisme ces derniers temps. Oui. Voilà, donc en tout cas, cette exposition, elle souhaite aller au-delà du constat qui peut être parfois un constat d'échec ou un constat de déni ou de désarroi et de se dire ok, très bien, on va se retrousser les manches individuellement, mais surtout collectivement. C'est ensemble qu'on s'en sortira. Et du coup, de montrer que l'action est possible, qu'aujourd'hui, même si on est déjà bien engagé dans la question du réchauffement climatique et de ses effets, chaque dixième de degré compte, parce que chaque dixième de degré, c'est potentiellement un méga incendie en moins, une inondation en moins, un cyclone en moins. Même si les cyclones, c'est un sujet un peu plus complexe, mais en tout cas un événement climatique majeur en moins. Et derrière des populations qui seront moins infectées et des biosphères qui le seront moins aussi. Donc on a voulu aller au-delà de ça et de dire que l'éco-anxiété, ok, très bien, c'est normal de la ressentir, mais que si on se met à l'action, en fait, ce sentiment d'éco-anxiété, on va le transformer en quelque chose de un générateur de mouvement, quelque chose qui est positif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui. Alors j'ai été vraiment heureusement surprise en parcourant cette exposition de voir des familles, toutes générations confondues, avec de jeunes enfants. J'étais même assez étonnée, je dois dire, de l'âge des enfants qui accompagnaient les adultes et des jeunes enfants qui semblaient très attentifs et très intéressés. Et on entend souvent pour le climat, le dérèglement ou le réchauffement climatique, que ce sont des données difficiles à transmettre, qu'il est difficile d'y intéresser le grand public. On sait que les médias se tournent autour de ce problème régulièrement. Quand on leur a reproché de ne pas avoir parlé plus tôt et plus amplement des problèmes de réchauffement climatique pour sensibiliser le grand public, souvent on entend que on ne sait pas trop comment s'y prendre, que c'est pas facile d'intéresser le grand public. Alors comment et avec qui avez-vous travaillé parce que je dois dire que
pendant longtemps, enfin, il y a une vingtaine d'années, j'étais allée voir pas mal d'expositions au Québec et j'étais très étonnée de la différence par rapport à l'aspect très ludique et au multimédia et à l'utilisation de tout un tas de choses audiovisuelles et utilisées de façon très talentueuse. Et je trouvais qu'en France, on était quand même pas mal en retard sur l'utilisation de toutes ces choses qui peuvent aider à faire passer des données, des discours, des messages, des informations. J'ai trouvé que c'était très très réussi dans cette exposition. Donc comment et avec qui avez-vous travaillé pour mettre en forme et nous rendre un peu plus attractives toutes ces données qui étaient justement spécifiquement rébarbatives? Oui, alors, avant de répondre à votre question, il y a une notion assez importante aussi du traitement de la donnée sur la question du réchauffement climatique. On est envahi de chiffres, de Oui, pourcentages, c'est vrai. de taux d'émissions, de quantité Mmh, d'émissions dans l'atmosphère mmh, par mmh. pays, par habitant, j'en passe et des meilleurs, et on s'y retrouve plus en fait. On est complètement noyé dans différents indices, dans différentes mesures d'échelle, dans différentes quantités, avec des chiffres qui parfois sont pas très évocateurs quand on parle de parties par million, de ppm. Enfin, je veux dire, pour la plupart des gens, y compris moi, hein, au départ Mmh. du projet, j'étais là, genre, on a quand même beaucoup de mal à se rendre compte de Oui. la réalité de ces chiffres-là. Mmh. Et autre souci qu'on a eu sur cette exposition, c'est de pouvoir pister les chiffres, de remonter à la source. Donc bien entendu, Oui. on s'est servi du chiffre du GIEC où là, pour le coup, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que parfois, on a cherché des chiffres qui étaient plus compliqués à trouver. Par exemple, les émissions du secteur aérien. Parce que bah voilà, les compagnies aériennes ont tout intérêt à ne pas forcément communiquer sur les émissions du secteur. Donc ce sont des Mmh. évaluations qui sont faites par des scientifiques. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a en permanence eu cet exercice de comment dire d'honnêteté intellectuelle. Alors en lien avec les scientifiques avec qui on travaille, bien entendu, Oui. pour réussir à pister ces chiffres. Bon, le fait est que les chiffres existent, mais qu'on a tendance parfois à vouloir montrer des choses en tant que muséographe dans une exposition sans forcément avoir les chiffres derrière, parce que c'est un sujet qui soit n'a pas fait comment dire l'objet d'une étude, Mmh. ou alors l'étude en question est pas forcément super fiable. Donc dans ce cas-là, on préfère s'abstenir de montrer des chiffres qui sont Mmh. pas, on va dire, cooptés par notre comité scientifique. Du coup, ça me permet de revenir sur votre première question de comment est-ce qu'on s'est entouré pour faire ce projet-là. Oui. Donc déjà, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on a une grosse équipe en interne, donc des muséographes comme moi, mais on était 4 en tout sur le projet, Mmh. des comment dire, des développeurs de dispositifs multimédia, audiovisuels, des manipeurs. Voilà, on a vraiment beaucoup de gens qui viennent en renfort à la Cité pour concrètement mettre en forme Oui, c'est ça. ce Oui. propos muséographique. Après, bien entendu, on travaille avec des scénographes, des graphistes qui, eux, vont mettre notre propos en forme dans le parcours. Et Mmh. donc, pour faire tout ça, bien entendu, on ne travaille pas seul parce qu'un muséographe n'est pas un expert dans le domaine sur lequel il est amené à travailler. On est des vulgarisateurs, on est des passeurs de messages, en fait, des passeurs de messages scientifiques. Et ces messages scientifiques, on va les chercher chez les scientifiques. Et donc, notre commissaire scientifique, la personne qui, voilà, était au tout début du projet pour nous accompagner sur la trame narrative, la ligne éditoriale, en fait, de notre exposition, c'est Jean Jouzel, donc paléoclimatologue. Mmh mh. Peut-être qu'on peut en dire un mot très rapidement Ah pour, bah, oui, oui, les avec auditeurs. plaisir, oui. Je vais en Donc Jean reparler Jouzel, d'ailleurs un petit peu après, oui. d'accord. Donc Jean Jouzel, paléoclimatologue, et c'est celui qui, dans les années 70-80, a prouvé, enfin, il y avait déjà des suspicions, des exercices de pensée qui disaient que la concentration en CO2 dans l'atmosphère contribue au réchauffement climatique. Mmh. Et donc lui, à partir de carottages qu'il a fait en Antarctique, je voudrais pas dire de bêtises, voilà, l'a prouvé scientifiquement dans les années 80. Et par la suite, il a été président du groupe 1 du GIEC, donc entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Mmh. Et il a reçu à ce titre un prix Nobel collectif pour le travail effectué par le GIEC. Et donc Jean Jouzel est quelqu'un qu'on voit maintenant très souvent, voilà, dans les différents médias, qui porte cette parole de l'action contre Mmh. l'inaction climatique. Mmh. Et donc Parce qu'il a particulièrement conscience de l'urgence et du exactement, phénomène d'accélération, sur exactement. lequel il travaille depuis maintenant très, très, très longtemps et avec beaucoup de données, arrivées du monde entier. Oui. C'est pas des Et vues du de coup, l'intérêt l'esprit aussi de Jean là-dedans, hein. Jouzel, c'est que depuis maintenant une cinquantaine d'années, dans le domaine de la paléoclimatologie et justement des études sur le climat, a développé un réseau, ce qui lui permet aussi Mmh. de, voilà, d'avoir accès directement à des scientifiques de très haut niveau, et ou pas forcément, enfin des scientifiques très spécialisés sur des sujets que nous on n'aurait Mmh. jamais pu avoir l'idée de contacter,
qui sont Oui, également des scientifiques de haut niveau, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sont pas forcément des têtes d'affiche, on va dire, de la oui. recherche sur le climat, et qui permettent, voilà, d'aller chercher des informations très ponctuelles, très particulières pour enrichir une partie du propos ou un dispositif. Mm, mm. Donc avec Jean Jouzel, on a travaillé au tout début sur la ligne éditoriale donc, de l'exposition. En sachant qu'il est paléoclimatologue, on a naturellement suivi un parcours, une trame narrative qui est allée sur les émissions de gaz à effet de serre et comment les contenir pour limiter les effets du réchauffement climatique. Si je vous dis ça, c'est parce que si on avait choisi un autre ou une autre commissaire scientifique, qui aurait pu être plutôt écologue ou plutôt économiste ou plutôt, je sais pas, sur des sujets pas forcément paléoclimatologiques, Oui. on aurait eu une exposition avec une saveur ou avec un discours différent. Donc voilà, en fait, ça a Et impulsé alors, une qu'est-ce que ligne. c'est pour, peut-être, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire paléoclimatologique? Alors c'est On la va pas recherche. perdre déjà plein de gens en cours de Oui, route. pardon, c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Après 3 ans sur le projet, il y a des choses qui Oui. paraissent évidentes, alors que Mm. mon travail, c'est justement de se dire que rien n'est évident pour personne. Oui. Mais voilà, bon, il y a des biais parfois. Mm, mm. Donc paléoclimatologie, la paléoclimatologie, c'est la recherche sur l'évolution sur le temps long du climat. Donc qui consiste à aller faire des recherches un peu partout dans le monde pour aller extraire soit des carottages de glace pour justement voir quelles sont les concentrations de CO2 à travers peut-être les 500, 600, voire 800 000 dernières années dans les glaces, Mhm. mais également aussi de faire des recherches dans l'atmosphère en direct avec des stations de recherche. Voilà, donc c'est vraiment de regarder quelle a été l'évolution du climat sur le temps très long. Oui. Et donc de bien spécifier aussi, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent malheureusement, la différence entre la météorologie et la climatologie. Mhm. Donc de comprendre que effectivement on a des séquences d'évolution du climat sur les temps très longs Mm. et que là, depuis, on va dire en gros le début de l'ère industrielle, si on arrondit début du 19e siècle, Mm. début du 19e siècle, on a une accélération très nette du dérèglement et à plus forte raison depuis les 40 ou 50 dernières années. Oui. Ce qui ne laisse malheureusement aucun doute sur les origines Mm. de cette évolution très brusque et très rapide qui sont liées à nos activités, nos activités d'hommes et nos sociétés Oui. humaines. Voilà. Et Mm, donc Jean mm. Jouzel, son travail, c'est ça, c'est de mettre en parallèle ces différentes phases d'évolution du climat sur le temps très long pour en déterminer des tendances et des tendances qui sont pas forcément super quand on voit ce qui se passe actuellement. Voilà. Oui. Et nos activités d'hommes, parce que maintenant on se fait de plus en plus reprendre quand on dit ça sur le fait que en fait c'est quand même une partie de la population de la Oui, bien planète sûr. Oui. qui, avec une façon de vivre et de consommer qui participe Mhm. beaucoup plus que d'autres Mhm. à ces émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Alors, je lis une partie de la présentation. Ah, je vous interromps juste Oui, un instant, je me permets pour vous dire qu'il n'y a pas que Jean Jouzel qui a travaillé en tant que, oui, on va dire, ah oui, référent scientifique. oui, On a monté un comité scientifique avec mm, oui, avec 12 scientifiques, 6 hommes et 6 femmes. On a réussi à tenir la parité, ce bravo. qui n'est pas toujours évident. Mm, Et donc, on avait dans ce comité scientifique des noms qui vont certainement vous parler: Valérie Masson-Delmotte, François ah oui, Gémen, Magali mm, Regueza, Luc Abadi pour l'écologie, Catherine Larère. J'en passe et je suis désolé d'oublier certains noms, mais en mm, tout cas, mm, alors on avait un comité scientifique qui, au-delà de Jean Jouzel, nous a amené aussi des compétences mm, mm, particulières sur des sujets spécifiques. Je pense à oui, Philippe Biwix aussi, qui était au comité scientifique, voilà, et qui eux aussi, chacun dans leur domaine, nous orientaient sur d'autres scientifiques ou sur d'autres recherches. oui, Et ce qui est important de noter, c'est que ces scientifiques ont aussi on va dire, un regard sur notre travail, un regard de validation. Encore une fois, je ne suis pas paléoclimatologue, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui regarde mon travail pour dire ok très bien, il raconte pas n'importe quoi, on continue, on avance. Voilà. oui, En gros, le rôle du comité scientifique. d'accord. Alors, donc je lis une partie de la présentation de cette exposition. Urgence climatique offre une vue d'ensemble des dispositifs qui permettent à la fois la décarbonation et la résilience de nos sociétés. Centrée sur la question de la sobriété, elle rappelle la nécessité d'engager des transformations collectives profondes et de mobiliser le plus grand nombre en faveur d'un monde durable et d'une plus grande justice sociale. Cette exposition vise à nous donner envie de réinventer notre façon de vivre. C'est ambitieux, hein, qu'il s'agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires.
Alors, l'objectif est moins de dire, je reprends le texte, ce qu'il faudrait faire que de montrer ce qui se fait déjà, donc on est dans le concret, à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant une voie essentielle pour atteindre des engagements en matière de décarbonation. Que proposez-vous donc concrètement pour nous donner envie, je recite, de réinventer notre façon de vivre? Alors, vous venez de le dire, d'insister sur le fait que les solutions aujourd'hui, nous les connaissons. On n'est pas en attente Non. d'une solution miracle qui arriverait dans quelques années ou dans quelques mois, ou d'une nouvelle forme d'énergie complètement propre. Je Oui. pense à la fusion nucléaire, entre autres, qui en ce moment fait pas mal parler d'elle. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, voilà, concrètement, on sait ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire, c'est adopter des modes de vie plus sobres. Ce qui ne veut pas forcément dire revenir à l'âge de la lampe à huile, je ne citerai personne, ou ni revivre vivre comme les Amish en Amérique du Nord. Oui. C'est juste s'interroger sur le juste nécessaire. En gros, de quoi avons-nous besoin, en tout cas dans nos sociétés occidentales développées, Oui. économiquement riches, bien que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, j'y reviendrai juste après, Mmh. mais qu'en tout cas, nous avons les moyens de nous interroger sur nos pratiques de consommation, sur nos pratiques en termes de transport, de voyage, de loisirs, d'alimentation, Oui. et que y réfléchir, c'est faire un premier pas vers une forme de sobriété. Et une forme de sobriété qui est souhaitée et non voulue, c'est-à-dire que plus on attend pour changer de braquet, plus Mmh. la rupture va faire mal parce que les changements devront être plus forts pour éviter la casse. Ouais, Euh, d'accord. voilà, donc toute la question est là, en sachant que, y compris en France ou dans les pays occidentaux, on a déjà des parties de la population qui sont concernées par une forme de sobriété imposée. Je repense, Oui. pour donner un exemple assez connu, des gilets jaunes il y a maintenant 4 ou 5 ans, 5 ans je crois, en 2019, Mmh. 4 ans, voilà, où en augmentant les taxes sur l'essence et sur le diesel, on déclenche voilà des mouvements sociaux parce que les gens qui sont concernés par ces augmentations n'ont pas forcément d'autres moyens que de se déplacer avec des véhicules thermiques. On ne leur offre pas d'autres alternatives et du coup, Oui. bien entendu, n'ont pas forcément les moyens non plus d'assumer cette augmentation des tarifs. Oui. Donc, on a déjà des exemples comme ça concrets qu'on peut donner. Et donc, tout l'objectif de cette exposition, c'est justement de limiter, de faire comprendre que si on limite le temps auquel on est en train de passer à réfléchir, à attendre que le politique se Mmh. décide d'agir, bah en fait on va dans le mur et que l'objectif est d'éviter d'aller dans le mur. Et qu'on peut Mmh. encore aujourd'hui éviter d'y aller. Même si la marge de manœuvre se réduit considérablement. Pour faire un petit rappel des chiffres, l'accord de Paris de 2015 prévoyait un réchauffement global à 1,5 degré en Mmh. 2100. Les 1,5 qui vont être dépassés d'ici 2030. Donc ça veut Mmh. dire qu'on a 70 ans d'avance sur les prédictions optimistes de l'accord de Paris et les objectifs Oui. de l'accord de Paris. Et qu'on va plus certainement sur une trajectoire à 4 degrés, ce qui serait bien entendu dramatique. Mais là aussi, le problème, ça me vient un peu en reparlant, c'est que les esprits humains, nos cerveaux, sont pas forcément câblés pour comprendre Mmh. le temps long. Oui. Et toute la difficulté aussi de la lutte climatique, c'est d'intégrer en fait cette urgence maintenant et que c'est pas quelque chose qui se passera dans 100 ou 200 ans, c'est déjà maintenant en train de se passer et Mmh. que plus on attend, 2100 c'est demain Oui. et 2100 c'est nos enfants, c'est même pas nos Mmh. petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Mmh. Donc on est vraiment sur ces questions-là, de faire prendre conscience de cette question du temps long, de comprendre que ce temps long, non seulement il va jusqu'en 2100, mais il va bien après, c'est-à-dire Mmh. que la montée des eaux, elle va pas s'arrêter en 2100. La Oui. montée des températures non plus. C'est-à-dire que Mmh. là, Mmh. aujourd'hui, en admettant même que l'on arrête totalement, par miracle, demain, Mmh. d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, on a impacté notre environnement pour au moins les 8000 ou 10 000 prochaines années. Le temps que le CO2 Ah oui. voilà, se dégrade en d'autres particules. C'est le problème du CO2, Mmh. c'est qu'il est très stable. Donc en fait, on peut rien en faire. Mmh. Donc la question est clairement là. Euh, et donc voilà. Donc ce qu'on montre dans cette exposition, c'est que rien ne Mmh. va être révolutionnaire dans nos pratiques de vie, que les solutions, elles existent. Manger moins de Mmh. viande, arrêter de prendre l'avion. Je donne les deux plus gros émetteurs de CO2. Oui. Repenser également nos pratiques de consommation et nos pratiques en termes d'utilisation du digital, et surtout de comprendre
un peu des faux amis ou des faux semblants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'images dans la tête sur les data centers, par exemple, qui Mhm. effectivement consomment beaucoup d'énergie et rejettent Mhm. beaucoup de CO2, mais qui sont des secteurs qui sont en fait en, en train de s'interroger sur comment devenir plus durables. En gros, je pense au Oui. digital parce que c'est un exemple qui n'est pas forcément compris par tout le monde. C'est que les objets connectés vont être, d'ici la moitié du siècle, le plus émetteur en termes dans le secteur du digital. Voilà. Et Oui. qu'aujourd'hui, tous nos objets du quotidien qui nous entourent ont vocation à être connectés, de Mhm. plus en plus connectés, la voiture autonome, les téléphones, enfin j'en passe et des Oui. meilleurs. Oui. Et qu'en fait, la clé de la décarbonation du digital, du numérique, par exemple, ça va être les objets connectés. Donc voilà, de s'interroger sur, encore une fois, le juste nécessaire. Alors Jean Jouzel, donc dont vous parliez, dit dans un entretien qui figure dans le dossier de presse de l'exposition, donc je le cite: «Selon moi, la particularité de ce nouveau rapport du GIEC est que pour la première fois, on passe dans le domaine des certitudes. Plus de doute désormais, les constats sont clairs. Sans équivoque, ils affirment que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines et qu'il est inéluctable. À un second niveau, il établit que ce réchauffement est une véritable menace pour notre humanité et la nature qui l'entoure, et il dit très clairement que si on ne fait rien, on va vers des conséquences extrêmement dangereuses. À mesure que les températures augmentent, certaines régions de la planète vont devenir littéralement inhabitables. Aujourd'hui, il faut donc procéder à sa limitation. Chaque dixième de degré compte. Le rapport exprime très clairement que pour rester sous le seuil de 1,5 degré, il faut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais il dit aussi que nous ne sommes pas vraiment sur le bon chemin. Nous allons aujourd'hui vers 2 fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait atteindre d'ici 2030. En continuant ainsi, on se dirige vers des réchauffements qui avoisineraient les 3 degrés. En tout état de cause, il est nécessaire de nous adapter à un réchauffement désormais inéluctable. On ne peut plus y échapper. La notion de certitude innerve l'intégralité du rapport, que ce soit en termes de réalité, d'attribution, de conséquences, de mesures à prendre. Si on veut y arriver, il faut agir maintenant, plus demain, maintenant. Jean Jouzel parle aussi clairement de la nécessité d'une transformation profonde de nos sociétés et disait tout récemment dans l'émission La Terre au carré sur France Inter le 8 septembre dernier, je cite, ça a été repris en titre du podcast de cette partie de l'émission: le capitalisme est incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'ai eu l'impression très nette au fil des parcours de visite que cette exposition, de cette exposition, qu'en fait cette exposition ne se contente pas, comme ça a été souvent le cas jusqu'à maintenant, et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a pris du retard, ne se contente pas d'exposer des faits, mais qu'elle est résolument engagée. Est-ce que c'est ce que Mmh. vous diriez? Oui, je pense qu'on est sur un sujet où on ne peut pas se permettre de juste évoquer des faits comme vous le dites. Mm. Et encore une fois, si on fait face à nos responsabilités et qu'on se doit d'être honnête vis-à-vis de cette responsabilité humaine, on ne peut pas passer à côté du volet économique, Mm. donc de l'économie capitaliste qui régit le monde. Voilà, c'est même pas Oui, local, oui. c'est le monde. Et de s'interroger sur est-ce que c'est un modèle durable, est-ce que c'est un modèle enviable, et surtout est-ce que c'est un modèle qui est humainement compatible avec l'écologie et inversement. C'est-à-dire que est-ce qu'une société ou des sociétés qui fonctionnent sur l'extractivisme et le productivisme, Mm. sur l'accumulation de capital détenu par une infime partie de la population au détriment de la grande majeure partie de la population, est-ce que Mm. voilà, c'est un modèle que l'on souhaite voir perpétuer en sachant que de toute façon, comme le dit Jean Jouzel, il est tout à fait incompatible avec les objectifs de neutralité carbone. Oui. Donc oui, cette exposition, elle ne cite personne ad nominem, elle ne cite pas de pays en particulier, elle ne cite pas de gouvernement en particulier, mais Mm. bien entendu, elle cible voilà le système dans lequel nous vivons tous, qui est le système capitaliste, Mm. et, euh, et donc de dire au public que les transformations, en fait, elles sont individuelles. J'en parlais tout à l'heure, c'est de Mm. s'interroger sur ses pratiques personnelles, Mhm. Mm. mais qu'à l'échelle collective, et quand j'entends collective, ça veut dire politique, Oui. l'action, si elle ne vient pas de là, il ne se passera rien. Mm. Donc là où l'exposition est engagée, effectivement, c'est qu'elle enjoint, elle ne fait pas de prosélytisme associatif ou lobbying ou ONG.
Elle expose différentes manières de s'engager. Ce sont des faits, là Oui. encore. On s'engage Mm, en allant dans une ONG, en allant dans une asso, en mm, mm, s'encartant, pourquoi pas, dans un parti politique. mm. Mais en tout cas, on n'est pas là, nous, pour donner une trajectoire de ce qu'il faut faire au public sur ses Oui. engagements personnels. Par contre, on Mm, leur fait comprendre que si on ne va pas frapper à la porte de nos dirigeants, mm. si on ne leur, comment dire, on ne les enjoint pas à respecter les objectifs de neutralité carbone, pardon, et de respect de l'environnement, Mm. on n'y arrivera pas, nous, simples citoyens, Adrien ou Anne. Enfin, voilà, c'est impossible. Oui. Donc, il y a clairement cet enjeu-là qu'on a voulu, à un moment donné dans le parcours, faire comprendre au public. C'est cette bascule entre, ok, très bien, nos émissions de gaz à effet de serre individuellement, c'est en gros un quart des émissions mondiales. Mm, Donc, c'est énorme. Mais ça veut mm. dire que les 75% qui restent, et là aussi, c'est énorme, Oui. sont régis par l'économie, par le commerce, Mm. et du coup par le politique. Oui. Voilà. Et donc c'est impossible de ne pas parler de ça si on veut être honnête sur les questions climatiques. Oui. Alors, la visite, elle s'articule en parcours libre autour de 3 grands axes: décarbonons, anticipons, agissons. Et cette visite, elle est ponctuée de dispositifs, de données, d'interviews. Il y a des vidéos qui sont très, très bien réalisées avec des choix, moi, que j'ai trouvé très pertinents et très convaincants et qui sont, très intéressants à écouter, à regarder. Comment est-ce que vous avez choisi et pensé ces 3 axes? Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu avant d'entrer plus en détail dans chacun des axes? Oui. Alors très rapidement, ça me permet de parler un peu aussi de la façon dont est construite l'exposition dans Oui, son espace. On est sur une oui. exposition qui fait 2000 mètres carrés, donc c'est quand même Mmh. conséquent. Oui. On est sur la plus grosse exposition en fait de la Cité des sciences et de l'industrie, ce qui est assez fort de la consacrer d'ailleurs sur les enjeux Mmh. climatiques. Pour respecter, on va dire, le confort de visite du public, on ne peut pas imposer un parcours linéaire qui fasse 2000 mètres carrés. Le temps Mmh. d'attention d'un visiteur moyen, c'est 45 minutes, voire 1 heure quand on est bien reposé et qu'on n'est pas à l'heure de la sieste. Donc on n'allait pas faire un parcours absolument impossible à Oui. comprendre dans la longueur. Donc ces 3 séquences, elles sont un peu à comprendre comme 3 expositions dans l'exposition. Mmh mh. Et chacune porte son message propre, qui fait que on peut très bien venir visiter 1, 2 ou 3 des séquences dans l'ordre que l'on veut. On aura quand même des éléments de compréhension sur les questions climatiques. Oui. Donc si je commence par Décarbonons, c'est la séquence clairement sur le respect des objectifs de l'accord de Paris de 2015 de neutralité carbone à horizon moitié du siècle, Mmh. avec un respect normalement d'un réchauffement global à 1,5 degré, Mmh mh. ce qui ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Voilà. Mmh. Et donc on explique dans cette séquence que des sociétés décarbonées peuvent potentiellement exister, que l'on connaît encore une fois les solutions pour les mettre en place. Oui. Et on a choisi de se baser sur les scénarios de transition de l'ADEME 2050. Mmh. Mmh Donc mh. l'ADEME qui est l'agence nationale qui conseille sur les politiques environnementales et de décarbonation. Mmh. Et du coup, ces 4 scénarios sont des scénarios qui arrivent tous à la neutralité carbone en 2050, mais qui vont du plus sobre au plus technologique. Chacun posant des questions sur la possibilité d'y arriver, mais en tout cas, ce serait possible. Si je dis ça, c'est parce que le scénario sur le tout technologique interroge sur des technologies qui aujourd'hui n'existent pas ou ne sont pas abouties. Je pense par exemple au puits de carbone artificiel, donc au capteur de la captation Mmh. carbone, qui aujourd'hui n'est pas du tout au point. Et Oui. tout comme le scénario le plus sobre interroge sur la capacité des infrastructures publiques à permettre ce modèle de sobriété où tout passerait par des transports décarbonés, l'abandon total de la voiture thermique, quasiment aussi les voitures électriques. Donc on serait vraiment Oui. on est sur des scénarios qui sont dans le domaine du réalisable, mais qui nous interrogent quand même sur la capacité que l'on a non seulement à s'adapter à un monde extrêmement sobre, Oui. ou alors d'aller vers un monde Mmh. extrêmement technologique avec des technologies qui sont pas encore forcément abouties. Bon, en tout cas, voilà, on montre aux visiteurs par le biais de sculptures de données, donc qui sont des grandes mises en forme de data visualisation, Mmh mh. les émissions du secteur des transports, les émissions du secteur de l'alimentation et Oui. les émissions des villes, avec le bilan carbone de la ville de Paris. Et donc ces trois thématiques correspondent grosso modo aux 3 secteurs les plus émetteurs en termes de gaz à effet de serre dans le monde. Voilà. Oui. Et donc de comprendre qu'aujourd'hui les mécanismes qui régissent
les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soutenables, on ne peut pas continuer comme ça. Mais le constat, il faut aller un petit peu plus loin derrière. Donc, c'est de montrer que, ok, très bien, si on doit s'arrêter, vers où on peut aller? Et donc, Oui. on développe avec des dispositifs multimédia, audiovisuels et des manips ces 4 scénarios. Ensuite, on a la séquence anticipons, qui, elle, Sur oui, décarbonons, parce que je crois que c'est dans cette partie où moi j'avais une question, parce mhm, qu'il y a ce qui est aussi très ludique, c'est qu'il y a pas mal de choses interactives. Donc on peut s'asseoir à une table sur laquelle il y a des assiettes, enfin en vidéo, des petits écrans avec une assiette de représentée, et on peut cliquer sur des plats pour mettre dans notre assiette, faire glisser un steak ou une salade, et on voit pour arriver jusque-là, je sais oui, plus si c'est ah, l'eau ou tout ce qui a été nécessaire. ouais, Ça aide à prendre conscience un petit peu des choses. Et j'avais une question, c'est que moi j'ai mis le morceau de viande dans mon assiette, je sais plus si c'était un steak ou quoi. Alors je sais pas si c'est que j'ai pas bien cliqué au bon endroit, mais dans la partie où on pouvait cliquer pour voir l'impact de ce morceau de viande, alors sur le poisson, on voyait bien par rapport à, il y a de moins en moins de poissons dans les océans, toutes les conséquences de la surpêche et tout ça. mhm, Mais sur la viande, quand j'ai cliqué, moi, j'ai eu des vaches dans une belle prairie, et ça disait les vaches mangent de l'herbe dans une prairie, et comme si toutes les vaches, parce qu'il me semble que le problème c'est plutôt l'élevage intensif intensif. aujourd'hui. Voilà. Et alors là, on avait des vaches qui mangeaient de l'herbe dans une belle prairie, et en fait, elles mangeaient de l'herbe, donc ça n'avait pas tellement d'impact parce qu'elles mangeaient pas la même chose que nous. Et je me suis un petit peu demandé, c'est cet aspect de l'exposition, ce point, ce tout petit point, mais qui quand même est conséquence, m'a un peu interrogée. Oui, alors, toute démarche est faillible, donc je suis ravi d'entendre une critique que j'avais pas encore entendue à ce jour, donc j'en prends bonne note. Oui, Donc oui, effectivement, on aurait pu aborder la question de l'élevage intensif. parce que c'est On quand est même, passé. ça a une belle responsabilité quand même Oui, dans alors les émissions de gaz à effet de serre. effectivement, alors on en parle dans d'autres dispositifs. Peut-être que la photo de la vache qui broute dans un beau pré est un petit peu trompeuse. Oui, Pour vous donner un le peu les texte coulisses aussi. aussi, le texte aussi. Bon, il faudrait que je regarde ça. Mais pour vous donner un peu les coulisses de la réalisation d'une exposition, on a Oui, souvent du mal à trouver les images qui correspondent aux propos que l'on souhaite évoquer. oui, Après, pour ce que vous dites, je vais y regarder, je vais y réfléchir. d'accord. Essayons de prendre compte de ces remarques-là. Voilà. On peut maintenant passer sur la partie anticipons, le Alors, deuxième grand axe. ouais, anticipons, qui est la séquence dédiée à comprendre les effets du réchauffement climatique Mm. et comprendre quels sont ses impacts sur nos sociétés. Donc, on a un très gros globe suspendu à l'entrée de cette séquence qui est Oui, c'est vidéo-projeté. impressionnant. Et donc, sur ce globe, on vidéo-projette différents scénarios du GIEC, et donc de comprendre depuis 1900, je crois, 60, en tout cas Mm. jusqu'à 2100, quelles sont les évolutions en termes de réchauffement, donc des températures, de fonte, de précipitation, et également de montée des eaux. Donc de voir un peu comment ces 3 Oui, paramètres, pour oui, chacun des 2 scénarios que l'on a choisi du GIEC, montrent une certaine évolution de la planète d'ici la fin du siècle. Donc on a quelque chose d'assez visuel, qui est quand même assez impactant, c'est-à-dire que je pense à quand on choisit le paramètre sur les températures et qu'on pousse en 2100 sur le scénario le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre, on a vraiment l'impression de regarder la planète Mars plutôt que la planète Terre, tellement on est sur du rouge, rouge vif, rouge carmin, hein. Donc on se rend voilà, compte de la réalité des chiffres et aussi de comprendre ce que c'est qu'un scénario du GIEC, hein. C'est pas forcément aisé de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. oui. Et donc à partir de là, d'arriver sur des dispositifs qui montrent très concrètement ce que ça va créer comme effet. Donc on a un dispositif sur la montée des eaux, donc qui montre trois littoraux potentiels français. Donc on est sur une situation fictive, mais qui est basée sur la réalité. Et donc de voir comment est-ce qu'une digue ou un paysage dunaire ou un paysage de marais peut encaisser ou non la montée des eaux. Et Et là, on donc est acteur, hein. On choisit soi-même. exactement. Voilà, si on se trouve à tel endroit, derrière la Mhm. dune ou sur je sais plus, une presqu'île, ou, enfin, en tout cas, Ça, on on choisit ces choisit paramètres les. Oui, et on voit comment est-ce qu'en fonction de la force des vagues, la puissance de la tempête et les pressions atmosphériques, on voit s'il y a des paquets d'eau, des phénomènes de submersion marine. mm, Voilà.
Donc effectivement, le visiteur est acteur. Spoiler alerte, quel que soit le paysage, on n'arrivera pas à contenir la montée des eaux. Donc en fait, derrière se pose Mm. également la question de l'adaptation des sociétés humaines. Mm. Comment est-ce que on va pouvoir faire en sorte d'encaisser ces montées des eaux, parfois de 70 voire 80 centimètres d'ici la fin du siècle, si on arrive à un scénario à 3,5 ou 4 Mm. degrés d'augmentation. Oui, Donc ces questions-là se posent derrière. Et donc toujours dans Anticipons, on a également toute une thématique sur la question des énergies et des oui. ressources naturelles. Et donc de comprendre que l'on vit dans un monde qui a besoin de plus en plus d'énergie pour fonctionner. Et que ces énergies, en fait, elles ne se remplacent pas les unes les autres en fonction de leur technicité ou de leur modernité. Donc d'expliquer qu'en fait, les énergies renouvelables ne sont pas en train de remplacer le nucléaire, qui n'a pas remplacé le pétrole, qui n'a pas remplacé le charbon, qui n'a pas remplacé le bois, mais qu'en fait, ces différentes formes d'énergie s'accumulent depuis environ 200 ans et font en sorte que cette courbe de besoin en énergie ne fait qu'augmenter. Donc on observe un léger décrochage pendant le Covid, mais qui a été vite gommé par les années Oui. qui ont succédé. Mm. Et Mm. donc voilà, de comprendre qu'on est dans un monde régi par la symbiose énergétique et non pas par, on va dire, le remplacement des énergies polluantes ou carbonées par des énergies qui ne le sont pas. Par exemple, de dire qu'une voiture électrique qui roule l'électricité, c'est très bien, mais cette Mhm. voiture, faut la produire. Donc ça veut dire qu'on a besoin de matériaux, de terres Oui. rares, on a besoin de raffiner, de faire des alliages, de transformer ces matériaux. Donc ça, c'est énormément d'énergie également. Donc je suis pas en train de dire que la voiture électrique n'est pas du tout une solution, hein, mais je suis juste en train de dire qu'il faut Oui, non, réfléchir. mais c'est bien d'avoir tous les éléments. Je prends l'exemple, par exemple, de la construction d'un panneau photovoltaïque Mm. ou d'une éolienne. Les pales des éoliennes sont en alliage en fibre de carbone, Mm. Mm. le mât est en acier, le socle est en béton. On a toute une grosse bobine de cuivre à l'intérieur pour justement créer l'effet, pour créer l'énergie. Mm. Donc tout ça fait que c'est bien mieux de créer de l'énergie, de l'électricité à partir d'éolien ou du photovoltaïque, mais il ne faut pas se leurrer non plus sur le fait que ces secteurs sont émetteurs en eux-mêmes de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est une théorie, enfin une théorie, hein, on va dire plutôt une thèse soutenue par Jean-Baptiste Fressoz, qui est historien des sciences et spécialisé sur l'histoire des énergies, et qui nous a aidé, qui est au comité scientifique d'ailleurs aussi, et qui nous a aidé à concevoir ce film sur la symbiose énergétique. Voilà. Donc, je ne sais pas si je reviens sur Oui. la question de la voiture électrique très rapidement ou des véhicules à Oui. hydrogène. Aujourd'hui, les études montrent, il n'y a pas photo, que sur le cycle de vie long d'un véhicule, l'électrique est bien plus vertueux que le thermique. Par contre, Mhm. se posent certaines questions, encore une fois en termes de sobriété d'usage, c'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, a-t-on Quand besoin vous de dites conduire. vertueux, c'est juste par rapport à l'émission de gaz à effet de Oui, serre ou par rapport à la fabrication de la voiture, non, à non, non, l'extraction des ressources? c'est vraiment Juste par ça. rapport aux émissions de gaz à effet de serre. D'accord. La voiture électrique est plus émettrice à sa fabrication, du fait des matériaux dont on a besoin pour la construire. Mais si Mhm. on prend son cycle de vie total, donc son usage jusqu'au moment où la voiture elle tombe en rade, pour de Oui. bon, Oui. le bilan est beaucoup plus vertueux qu'une voiture thermique qui est certes moins émettrice à la fabrication, mais qui l'est beaucoup plus lors de sa phase d'utilisation. Après, la question qui se pose, c'est aussi, a-t-on besoin aujourd'hui de voir des modèles de voitures électriques qui pèsent 2, voire 2 tonnes 5, en sachant que le poids des batteries, c'est environ le tiers du poids du véhicule global, et que plus une voiture est lourde, de fait, plus on a besoin de batteries, donc plus on a besoin de lithium, voilà, de matériaux rares, enfin de terres rares, de Oui. matériaux aussi de minerais pour la fabriquer. Donc c'est ça aussi les questions que l'on souhaite poser, c'est que ok, très bien, allons vers l'électrique. De toute façon, le modèle de voiture thermique, il va falloir l'abandonner quoi qu'il arrive. Mais est-ce que pour autant, on a besoin de conduire des grosses voitures électriques pour faire des déplacements avec une autonomie de 1000 km dans les conditions actuelles? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite? Peut-être qu'on a d'autres solutions comme redévelopper les transports en commun, le train par exemple, plutôt que d'avoir des voitures autonomes, enfin des voitures, je parle même pas d'autonomie, mais des voitures électriques qui soient capables de faire des très grandes distances Mm. sans recharge potentielle et qui amènent d'autres questions techniques avec des plus grosses batteries, etc. Et au-delà de ça, la dernière question qui est intéressante de se poser sur la voiture électrique, c'est comment a été fabriquée l'électricité qui alimente la voiture. Eh oui. Donc là, j'en reviens sur l'exemple de la France.
où le mix énergétique français est largement décarboné, du fait qu'il soit basé sur le nucléaire. Donc là aussi, encore une fois, la question du nucléaire se pose, mais factuellement, c'est une façon de fabriquer de l'énergie qui est largement plus décarbonée que de fabriquer à partir du gaz, du pétrole ou du charbon. Mhm. Donc là aussi, il y a aussi ces paradigmes à prendre en compte. Mais si on fait rouler une voiture électrique en Pologne ou en Chine, où le mix énergétique est basé à plus de 60%, je pense que la Chine c'est bien plus que 60% d'ailleurs, sur du charbon, là la voiture électrique, pour le coup, n'est pas du tout vertueuse. Du tout, du tout. Oui. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi faire Mm. comprendre au public, c'est que derrière les bonnes solutions se cachent toujours d'autres interrogations qu'il est nécessaire d'avoir en tête Oui. pour comprendre malheureusement l'extrême complexité du phénomène climatique. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu aussi montrer dans cette exposition, Mm. je ne sais pas si on y est parvenu, mais c'était un peu l'objectif de départ, c'est de dire que si on a une action sur un domaine en particulier, de l'économie, de la lutte climatique, ou en tout cas voilà, de développer des solutions pour arriver à un monde décarboné, en fait derrière, on a toute une chaîne de décision, un effet domino qui apparaît, et Oui. qu'une solution qui peut paraître vertueuse en premier lieu, qui part d'une bonne intention, voilà, faut pas non Mm, plus mm, dire que tout est complètement cynique et vicié, mais derrière peut déclencher des effets que l'on ne maîtrise pas forcément en décidant en premier lieu de mener une politique sur je sais pas quel type de véhicule. Euh, donc c'est ça aussi la complexité qui nous ramène encore une fois au système capitaliste, hein, où tout est oui. mondialisé et où Mm. la moindre chose qu'on décide ici en France a des impacts sur des pays en voie de développement à l'autre bout de la planète. Oui. Euh, voilà. Donc Oui. voilà Et pour c'est la séquence. Oui, oui. pardon, les Non, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion moi-même en parcourant l'exposition que c'était en fait très complexe de faire une exposition comme celle-ci et que forcément, on peut toujours, parce que justement sur le nucléaire, bon, on pense souvent aux déchets. Maintenant, on pense aussi de plus en plus au fait que, parce que oui, l'électrique, ben, en France, donc ça vient beaucoup du nucléaire. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes et de villages qui manquent d'eau, qui sont en restriction d'eau pendant l'été. Ça pose des gros problèmes maintenant pour nos agricultures et il y a plein de domaines qui sont impactés par le manque d'eau qui va grandissant. Et les centrales nucléaires demandent des quantités astronomiques d'eau pour Oui, refroidir les réacteurs. C'est phénoménal. exactement. Donc, est-ce Et que pose ça va aussi la être question plus... du rejet dans les rivières Oui, d'une eau qui a été voilà, réchauffée pour tout à fait. refroidir les Voilà. réacteurs. Donc oui, mais en Donc, fait tout c'est très mais compliqué. pour dire que, comme pour vous rejoindre sur ce que vous disiez tout à l'heure, que tant on ne change pas nos matrices de façon de vivre et de consommer plus profondément et qu'on cherche à l'extérieur dans des solutions technologiques Mhm. la réponse à tout, on s'aperçoit que sans se remettre en question et aller vers plus de sobriété, toutes les solutions qui nous sont proposées, on peut y réfléchir en silo et penser que oui, pour telle chose comme juste, comme vous disiez avec les voitures électriques, bah, au moment où on roule, ça peut être plus vertueux, ça l'est peut-être pas au moment de la fabrication, ça va peut-être pas l'être après, une fois que le cycle d'utilisation est terminé. C'est très très complexe, ça nous amène à remettre en question vraiment ce qui a fondé nos sociétés depuis plus d'un siècle. Alors ce qui est intéressant aussi de noter quand même, c'est que encore une fois notre rapport au temps, pas forcément au Mm, temps long, mais au temps on va dire mm, moyen court, c'est qu'on a l'impression que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on a, tout ce que l'on peut faire dans nos sociétés est quelque chose de constant, d'immuable. C'est intéressant de noter quand même que les vols long courriers, il y a encore 40 ou 50 ans, c'était quelque chose qui mm. était réservé à une infime partie de la population. Et que de Oui, c'était partir à l'autre bout de exceptionnel. l'Europe, voilà, mais que de partir à l'autre bout Mm, de l'Europe en avion pour passer 2 jours, je sais pas dans quel pays, mais bon, en tout cas partir en week-end en avion, c'est mm. quelque chose qui a une vingtaine d'années. Et encore, je pense qu'on peut dire plutôt une quinzaine d'années, avec le développement Oui. des compagnies low cost. Donc, il y a vraiment quelque chose Mm, qui, là, du registre du sensible, enfin de la personne. Et la question que j'aime bien poser aussi aux visiteurs quand on fait des visites avec des visiteurs, c'est de les questionner sur si, par exemple, demain, on vous interdisait de prendre l'avion pour partir en vacances en Indonésie ou j'en sais rien, à l'autre bout du monde. mm. Est-ce que radicalement, votre vie en serait changée? Est-ce que radicalement vous sentiriez une atteinte à vos libertés fondamentales? Alors, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, d'interdire ce genre de pratique, mais juste de s'interroger sur, bah oui, effectivement, est-ce que j'ai besoin de prendre une fois, voire 2 fois l'avion pour faire un long courrier pour mes vacances d'hiver et mes vacances d'été?
Est-ce que c'est nécessaire à mon bien-être? Est-ce que c'est nécessaire à ma façon de concevoir la réussite personnelle? Est-ce que j'en ai besoin pour me sentir accompli? Mm. Donc ça, c'est des questions qu'on va tous se poser si on veut aussi commencer à réfléchir autrement. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. Voilà. Alors, la troisième partie, c'est donc agissons. Mhm. Et donc cette troisième partie qui vient un peu sur ce double registre expliquer que, comme je le disais, oui, très bien, on a tous un rôle à jouer individuellement. Mm. Donc on invite le visiteur à réaliser son empreinte carbone, enfin son bilan carbone. Donc c'est une Oui. version simplifiée du bilan de l'ADEME. On a repris les mêmes méthodes de calcul, mais on a retiré quelques questions parce que sinon il faut y passer environ 35 minutes. Oui. Et certaines questions sont pas forcément évidentes quand on n'a pas les papiers sous la main, comme Oui. le relevé du compteur EDF, voilà. Mm. Donc on a simplifié sans pour autant supprimer, on va dire, les éléments structurants du bilan carbone. Et donc l'intérêt, c'est de montrer qu'un Français, en moyenne, est aux environs de 8-9 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an, si je ne dis plus de bêtises, et que Mhm. l'objectif pour atteindre la neutralité carbone, c'est qu'on arrive aux alentours de 2 tonnes d'émissions par Français. Oui. Et on se rend compte que pour arriver à 2 tonnes, ça nécessite énormément de changements dans nos modes de vie. Et parfois même, je pense qu'il faut quand même qu'on se rende compte aussi, mais c'est par rapport à l'échelle de valeur dans laquelle on évolue. C'est-à-dire Mm, qu'il mm, va falloir se préparer à faire des sacrifices. Et qu'aujourd'hui, ces sacrifices, s'ils sont pas compensés par des décisions politiques, je parle mm. Oui. par exemple de la rénovation des bâtiments, Mm. pour faire en sorte que nos bâtiments ne soient plus des passoires thermiques, ça va être très compliqué pour les propriétaires de France et de Navarre de reprendre complètement leur chantier pour que leur appartement ou leur maison soit Mm. isolé, moins consommatrice, moins émettrice. Mm. Donc il y a quand même aussi cette question-là, c'est de se dire ok, très bien, j'ai encore une fois un rôle à jouer, mais il faut pas que je m'auto-flagelle, faut pas que je sois en train de me dire de toute façon ça dépend que de moi, Voilà. autant ne rien faire parce qu'on s'en sortira pas et puis je vais pas changer ça, je vais pas changer ça. Mm, mm, En mm. fait, ce qu'on veut montrer justement derrière, c'est que si on engage le politique à accompagner les politiques de transition écologique, on peut y arriver. Avec, toujours dans le parcours d'exposition, un sujet qu'on a voulu sensible, montrer dans le Mm, parcours, mm. c'est que cette transition écologique, elle ne concerne pas que la France, l'Europe, la Chine ou les États-Unis. Elle concerne la France, la Chine et les États-Unis par rapport au reste du monde. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une responsabilité depuis 200 ans, c'est nous qui avons émis 95% du gaz à Eh effet oui. de serre qui contribue au réchauffement climatique. Et que on serait en mesure aujourd'hui de pouvoir limiter cet impact, mais que les pays en Mm. voie de développement, et je pense en particulier à l'Afrique qui va connaître son plein boom économique et démographique dans les décennies qui viennent, va nécessiter aussi de comprendre ces enjeux-là. Et comment est-ce que d'anciens pays force coloniale, disons-le clairement, Oui, vont oui, oui. pouvoir accompagner ces pays qui veulent justement, et à juste titre, se soustraire de cette autorité coloniale héritée du 19e et du 20e siècle. Mm. Donc on a là toute une question sur la transition juste, la transition sociale, mais pas que sociale au sein d'un Mm, pays, mm. mais à l'international, ce qui rend le problème encore une fois éminemment complexe. Oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner des pays qui n'en ont pas les moyens aujourd'hui, sans tomber dans une forme de paternalisme Mm. ou même de pillage économique. Je veux dire, je Mm. ne citerai pas d'entreprise en particulier, mais je pense que l'actualité donnera un petit peu la puce à l'oreille de vos auditeurs, c'est que Mm. on a des entreprises européennes, voire françaises, qui Mm. voilà se servent allègrement des ressources naturelles de pays en voie de développement, en Oui. bousillant au passage des écosystèmes qui sont sur le passage du tuyau. Oui. Voilà, donc toutes ces questions, elles méritent d'être posées, et c'est là, dans cette séquence de l'exposition, qu'on l'aborde. Alors, on l'aborde aussi en termes de transition égalité homme-femme, c'est-à-dire que la Oui. transition écologique pose énormément de questions et de problématiques sur l'égalité homme-femme. Et c'est pas forcément des Mm. sujets auxquels on s'attend quand on pense à la transition écologique. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu Mm. montrer dans cette exposition, c'est-à-dire que de regarder au-delà du technosolutionnisme qui est une impasse, Mm. voilà, donc de ne Oui. pas croire que la technologie nous sauvera Mm. du réchauffement climatique, et que derrière, elle interroge sur une façon de repenser intégralement les sociétés. Comment est-ce Mm. qu'on fait société dans un cadre de transition écologique? Ce qui est un sujet, encore une fois, éminemment philosophique, au-delà d'être social, économique et politique, Oui. mais qui ne pourra
en tout cas, la transition écologique ne sera pas réussie si on ne prend pas en compte ces Mm, mm, mm. problématiques de transition juste et de transition Oui, sociale. Voilà. oui. Et donc, ce qu'on montre, pour vous donner un petit exemple, juste concrètement, parce que là, ça paraît un peu éthéré, mais on a dans une hutte, dans le parcours d'exposition. Ah mais Donc, j'allais vous en parler justement. La ah bah, vidéo? vous voulez en parler ou je continue? Ben non, non, je voulais juste vous demander d'en parler parce que moi j'ai été très, très emballée par cette vidéo et par la qualité des intervenants qui sont dedans et par les extraits, puisqu'il y a un extrait. Moi j'étais avec So Sweet Planet partenaire d'un très beau festival qui s'appelle Ciné Jardin la veille du jour où je suis venue voir l'exposition et le lendemain, dans le cadre de ce partenariat, j'ai présenté le travail que je fais avec So Sweet Planet et la soirée du vendredi, c'était la projection d'un documentaire, c'est donc dans des jardins de l'Est parisien et c'était le film sur Wangari Maathai dont on voit un extrait justement dans le film là dont j'aimerais que vous nous parliez un petit peu. Oui, alors, dans cette séquence Agissons, on a une sorte de, enfin, on l'appelle la hutte. C'est une sorte de Oui. cocon dans l'exposition. Parce que j'en parlerai juste après Mm. de scénographie, mais ça me paraît important d'avoir Oui, un petit mot sur l'éco-conception, mais j'y reviendrai juste oui, après. Donc on a dans cette hutte, comme un cocon, on vient se lever, on est isolé phoniquement de l'extérieur, et on a un film, donc on s'assoit autour du mur de cette hutte, et on a ce film qui retrace le parcours de 3 engagés climatiques. mm, Et donc on a à la fois 3 générations, mais on a également 3 origines géographiques et sociales différentes, et on a 3 façons de voir cette lutte climatique. C'est-à-dire qu'on a le premier récit qui est une jeune engagée, une militante française, oui, qui a une vingtaine d'années, et qui milite dans une ONG et qui voilà prône la désobéissance civile, mm. mais qui a derrière un discours, une argumentation qui étaye la définition et l'action dans le cadre de la désobéissance civile. Oui, oui, oui. Donc Donc avec voilà. des actions non violentes mais très percutantes. Exactement. Oui, oui. Tout à fait. Action non violente, c'est bien précisé. Et Oui, donc j'ai de fait un dire que quand podcast on a avec épousé, Pauline Boyer sur ce ah sujet d'accord, et ok, elles sont plusieurs là à avoir une argumentation et une érudition sur le sujet, une mhm. intelligence qui sont, je trouve, que l'on doit saluer parce que elles font avancer les choses vraiment, quoi. Ouais. Alors Mmh. juste une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'on a pas mal entendu parler, alors entre Notre-Dame-des-Landes, les jets de peinture sur les œuvres d'art ces Mmh. derniers mois, ou les occupations sur le trottoir, enfin les sit-ins devant les AG, comme l'AG de Mmh. Total il y a quelques Oui, oui, mois. oui, oui. On a ce discours qui revient assez souvent en disant voilà mode d'action radical, une invention comment dire du mode de manifester ou en tout cas de Mmh, mmh, revendiquer des actions. En fait, l'action climatique, elle se revendique d'actions qui existent déjà depuis le 19e siècle. mmh, mmh. Elle les remet au goût du jour, mais en tout cas, l'occupation de biens publics ou de biens privés, la désobéissance civile, c'est pas des Oui. choses qui ont été inventées par l'action climatique. Et on a justement une interview assez intéressante en fin de parcours, désolé pour la digression dans ce que je raconte, mais Non, de bah, Yann c'est bien. Leland, Yann Leland qui est un sociologue, qui est à la tête du collectif Quantité Critique, Mmh. et qui étudie justement la composition et les modes d'action des luttes pour le climat. Et donc voilà, qui dit qu'en fait les actions climatiques sont les héritières d'actions ouvrières, Oui. soit du milieu du XXe siècle, voire même encore avant, de ce qui se passait au XIXe siècle. Voilà, donc c'était juste pour la petite parenthèse. Il y a un livre, hein, d'ailleurs, qui est sorti l'année dernière, je crois, sur lequel j'avais réalisé un podcast avec un des co-auteurs, qui retrace les luttes environnementales dans Oui. plusieurs endroits de la planète. Et on voit que depuis fin 19e, il y avait Mhm. déjà des liens entre par rapport au CO2, au réchauffement climatique. Et j'étais tellement sidérée de voir toutes les luttes qui avaient déjà eu lieu. Et on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui sont nouvelles, autant Ouais. dans les problèmes que dans les façons de lutter et on s'aperçoit que malheureusement on répète et on répète et on répète l'histoire et qu'il serait temps de, Ouais, bah, par exemple, de changer. donc je disais que Jean Jouzel tout à l'heure a découvert le lien, en tout cas a montré scientifiquement le lien entre Oui, concentration de c'est ça. CO2 et réchauffement Mm, climatique. Mais mm, Buffon, déjà à la fin du XVIIIe siècle, avait fait mm. une proposition, Voilà. une théorie, comme Mm, quoi les gaz émis par les activités humaines pouvaient impacter l'environnement et la composition de l'atmosphère. mm. Donc, sans aller jusqu'au réchauffement climatique, mais il y avait déjà, même à Oui, la fin du XVIIIe siècle, des réflexions qui allaient en ce sens-là. Et donc, pour revenir sur les modes d'action, pour ne citer que, par exemple, les phalanstères fourriéristes au XIXe siècle,
proposer déjà sans la notion d'écologie qui est venue après, mais Mmh. proposer déjà des exercices ou en tout cas une mise en pratique d'une certaine forme d'écologie. Mmh mh. Voilà, donc, et là, on est purement en plein milieu du 19e siècle. Donc, c'est Oui. assez intéressant de noter ça. Bref, je reviens Mmh. sur le petit film, Oui, oui. le petit film de la Hutte. Donc, Mmh. on a cette jeune engagée française, voilà, qui prône l'action non violente, mais de désobéissance civile. On a une Ougandaise qui doit avoir une cinquantaine d'années et qui milite pour le mouvement de la Green Belt, du coup, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Oui, le mouvement de Euh, Wangari Maathai, Green Belt Movement, Exactement, c'est ça, le tout mouvement à de la fait. ceinture Et verte. que l'on voit d'ailleurs dans la vidéo Voilà, en fâcheuse posture parce qu'elle se fait, elle se fait oui. matraquer en fait. C'est un passage Par très les triste du film et voilà, oui, où elle s'est donc faite tabasser elle se fait pour, tabasser non résister. seulement exactement et non seulement par des Mmh, forces de l'ordre, mais également par des gens qu'on soupçonne être d'entreprises. Voilà, mmh. Oui. voilà. C'est pas forcément que des représentants de l'État, de Mmh l'État. mh. Et on a une 3e personne qui est un ancien diplomate du Bangladesh, donc qui lui a 70 ans, je dirais à peu près. Et Mmh. qui a participé à toutes les COP depuis l'existence des COP il y a une trentaine d'années, et qui lui a un discours qui est plutôt, voilà, c'est le seul endroit où les pays comme le Bangladesh peuvent se faire entendre, parce qu'au G20, bah, il n'y a pas les pays comme le Oui. Bangladesh. C'est ce qu'il explique, d'ailleurs et je trouve ça très touchant, c'est la façon dont il, parle de ce que en quoi c'est important parce qu'on peut avoir tendance aussi aujourd'hui à se dire: «Bon, à quoi bon?» et cet aspect, de l'importance de pour eux de s'exprimer et du coup d'être un peu relayés, j'ai trouvé que c'était assez, c'est important de l'entendre aussi. Oui, oui, oui. Et avec un message très fort à la fin où voilà, il fait aveu de sa responsabilité, de sa génération, enfin pas lui en Mmh. particulier, mais de dire que tout ce qui nous entoure comme problématique actuelle sur le climat, et ben voilà, ce sont les générations de cet homme-là et des précédents qui Mmh. lèguent à des générations plus jeunes Oui. et à nous de nous démerder avec ça. Voilà. Mmh, mmh, Donc mmh. il y a aussi cette question de la responsabilité transgénérationnelle, même si l'objectif de cette exposition n'est pas de liguer les jeunes contre les vieux, c'est pas du tout Oui, non, l'objectif. c'est oui, j'ai Mais pas il y a ressenti ça. clairement, voilà, voilà, il faut reconnaître aussi une certaine forme de responsabilité de Mmh. certaines sociétés, de certains pays, plus que de certaines générations, je dirais, Oui, dans les problématiques climatiques. Et donc voilà, on a ces trois dialogues, en fait, enfin, voilà, oui, ces trois exemples qui viennent un peu montrer comment est-ce qu'on peut s'engager différemment pour le climat, avoir d'autres façons de voir les choses que la jeune engagée française ou que cette femme ougandaise. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ce film-là. Et mmh, je préciserai quand même que on a un film assez fort où on montre quand même clairement des forces de l'ordre en train de chahuter des manifestants, en train de les déloger, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes. mmh, Donc voilà, là aussi on retrouve un peu de l'engagement dans cette exposition où, dans un centre de sciences public, donc voilà, qui est quand même financé à plus de 90% par des subventions d'État, on a voulu quand même avoir un discours qui soit porté sur ses responsabilités également, voilà, en termes pas forcément de violence policière, on n'est pas allé jusque-là, mais de mmh. montrer quand même qu'on a aujourd'hui des affrontements qui existent pour faire bouger les choses en termes de lutte climatique. Voilà. Bien. Cette exposition va rester en place pendant 10 ans, donc j'imagine que vous avez prévu de la mettre à jour parce qu'au rythme où les choses évoluent, en ce moment, on voit qu'il va y avoir besoin de mise à jour, je pense régulièrement. Comment vous avez, pensé ça? À quelle fréquence, et comment vous allez faire pour, mettre, les choses à jour? Alors, on a développé des supports dans l'exposition qui sont facilement remplaçables. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait intégrer de la Mmh. donnée qu'on allait savoir un peu mouvante, Mmh mh. on l'a mis sur du graphisme imprimé. C'est-à-dire que si demain il se passe quelque chose plutôt en bien qu'en mal, j'espère, Mmh. on décroche le panneau, on le réécrit, on le réimprime, on le réaccroche. Ce qui est quand même beaucoup plus D'accord. simple que de refaire un audiovisuel ou un multimédia. Oui. Ce sera Donc déjà, peut-être intéressant au fur et à mesure des années de voir l'évolution. Qu'est-ce qui a été changé? Quelle était la version d'avant, la nouvelle version? Voir c'est si ça vrai, s'arrange ou si ça dégénère. c'est vrai, ça pourrait être intéressant de faire ça. Après, alors, s'il y a vraiment un élément marquant, un événement marquant dans l'actualité, bien entendu que le dispositif sera changé quoi qu'il arrive, Oui, ou qu'on en rajoutera un, si oui. jamais il faut rajouter quelque chose sur un sujet en particulier. Mmh. Et sinon, oui, on est
sur un renouvellement, on va dire, par séquence ou par typologie de dispositif tous les 2 ou 3 ans, D'accord. pour que cette exposition reste quand même pérenne sur la longue durée, en Oui. sachant qu'on a quand même choisi des sujets qui étaient solides. Mmh. On n'est pas sur de l'actualité pure et dure dans cette exposition. Enfin, vous l'avez Oui, vu, oui, oui. on Oui. traite des sujets de fond. Donc Mmh. ça veut dire qu'on s'épargne aussi quelque part le fait de devoir réactualiser toute l'exposition tous les ans ou tous les 6 mois. Oui, oui. Donc stratégiquement, on a fait ce choix-là aussi au début parce que on savait très Mmh. bien que sur 10 ans, sur un sujet qui bouge en permanence, Mmh mh. on allait être confronté à ce genre de problème. Donc on a D'accord. pris ce chemin pour éviter justement d'avoir en permanence à refaire des bouts de l'exposition. Oui. Donc voilà. Et après, ça me permet aussi peut-être de rebondir sur la façon dont l'exposition a été réalisée Oui. en termes de scénographie. Oui. Donc on est sur un très grand plateau, hein, je le disais, 2000 mètres carrés. Et on a travaillé avec une architecte qui s'appelle Nicole Concordet et qui a développé une scénographie, on va dire, la plus sobre possible en termes de matériaux. Donc vous n'avez, à part la grande cloison d'introduction qui montre cette grande fresque, là voilà, Oui. les auditeurs iront sur place pour voir ça d'eux-mêmes. On n'a pas de cloison, on n'a pas de pièces dans cette exposition. On a une structure qui est faite de poteaux et de poutres. Et en fait, l'intégralité de cette structure est autoportante et permet de supporter les différents éléments de médiation, que ce soit les manips, les écrans, le graphisme. Et donc, on n'a pas déjà de mobilier inutile à construire. Tout est autoporté Oui. par cette structure-là. Et cette Mmh. structure, elle est en bois, Oui. issue du Massif central, donc une sylviculture raisonnée à circuit court. Mmh mh. Et donc, j'ai eu des interrogations en me disant oui, mais votre exposition, vous avez dû dégommer une forêt pour la faire. Bon, alors, Mmh. c'est pas faux, sauf que bah, si on peut rien faire, on ne fait rien. Donc, toute Mmh. démarche, encore une fois, est forcément faillible. Donc, bon, c'est de la sylviculture raisonnée, ça a été replanté derrière, mais l'intérêt d'avoir une structure en bois, elle est de différents. Déjà, il y a différents arguments en sa faveur. Déjà d'une, le bois est un capteur naturel de CO2. Donc, en gros, le bois qu'on a dans notre exposition Mmh. capture du CO2 et notre exposition, quelque part, joue le rôle d'un mini puits de carbone. Bon, ça, c'est pour l'argument, on va dire, un peu facile sur la captation carbone. Par contre, on D'accord. a d'autres arguments plus forts. C'est que dans des musées comme les nôtres, les matériaux qu'on utilise en général pour faire des expositions sont très largement basés sur des matériaux hydrocarbures Mmh. parce qu'ils sont plus résistants, parce qu'on est sur des musées où on a beaucoup de jeunes publics qui sont pas forcément très tendres avec les dispositifs. Mmh. Donc on a besoin d'avoir quelque chose de bien chimique et de bien solide pour le nettoyage, pour l'entretien et pour être sûr que ça casse pas tout le temps. Donc nous on a dit non, Oui. on va pas mettre de plastique dans cette exposition, donc on n'a pas de matériaux issus d'hydrocarbures, sauf les câblages, parce qu'on Mmh. n'a pas le choix, les câbles électriques sont Oui. gainés en plastique. Mais Oui. sinon, on n'a pas de plastique dans cette exposition, on n'a pas de plexiglas, on n'a pas de bois médium ou du stratifié, enfin qui sont du bois qui est traité chimiquement. Là, on a du bois brut, qui est Mmh. juste lasuré au sol pour lui donner une couleur, mais c'est une lasure naturelle. Et donc, on n'a pas d'ajout chimique sur ce D'accord. bois-là. Donc là, c'est déjà un point en plus. Et Oui. enfin, on a fait un petit pari sur l'avenir, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais on pense que dans 10 ans, quand l'exposition sera terminée, on pourra le faire. C'est que, vu que toute notre trame de poteau-poutre est faite sur une section, voilà, c'est le même bois partout, Mmh. on espère que notre expo devienne une recyclerie à terme. C'est-à-dire que, soit les matériaux partent pour une autre exposition de la cité ou ailleurs qu'à la Cité des Sciences et de l'Industrie, ou que l'on ait des gens qui viennent se sourcer directement en matériaux chez nous, à savoir que le parquet sera réutilisable, que les poteaux et les charpentes peuvent être réutilisés pour faire de la charpente chez soi. Donc en fait, on pourra intégralement Mmh. recycler cette exposition. D'accord. Donc ça, c'est aussi l'argument qui est intéressant de noter. Et aussi, on a réalisé notre bilan carbone sur cette exposition qui est bien inférieur aux autres expositions parce que le matériau bois n'est pas émetteur en fait de Mmh gaz à mh. effet de serre, sauf par son transport. Mais là, encore une fois, il vient du milieu de la France, donc on n'est pas sur des forêts de Sibérie ou classique en fait. C'est là qu'on peut sourcer en bois en temps normal. Bon, pour des raisons géopolitiques, c'est pas non plus très simple d'aller se sourcer en Russie à l'heure actuelle. Mais Oui. en tout cas, voilà, on a essayé de faire au maximum une exposition qui soit éco-conçue. Mmh. Et on l'a aussi pensé en termes de dispositifs. C'est-à-dire que
À la Cité des Sciences, on a un côté très immersif en général dans l'exposition. Voilà. Mmh. On veut un peu que ce soit impactant, on veut du numérique. Et nous, on a essayé de limiter au maximum les usages des écrans, et donc aussi de vouloir réemployer les écrans de l'exposition précédente. Mais ce qui pose des questions intéressantes, c'est que on ne peut pas aujourd'hui réemployer des écrans qui ont plus de 10 ans, parce que ils ne lisent plus les mêmes formats vidéo. Donc, Eh le oui. format FLAC, le format payant n'existe plus. Enfin, ça ne marche pas. Mmh. Et surtout, on a une obsolescence de ces produits-là qui font qu'un écran qui a plus de 10 ans, c'est prendre un gros risque de le mettre dans une Ah nouvelle oui. expo parce qu'il peut très bien cracher au bout de 3 semaines. Mmh. Donc, en fait, en voulant faire cet exercice, on s'est rendu compte des limites de l'exercice, mais qui sont dues aussi à des questions économiques, à des questions Oui. de normes. Mmh Et donc, j'en reviens au propos de l'exposition, qui est aussi de dire que si l'État ne légifère pas, ne normalise pas certaines pratiques économiques, on s'en sortira pas. Et mh. donc, exemple très simple, hein, les écrans aujourd'hui, on n'a plus de fabricants européens d'écrans. Schneider n'existe plus. Donc aujourd'hui, les écrans, Mmh. ils viennent de Corée, ils viennent du Japon, ils viennent de Chine. Donc ça veut dire que ce sont des écrans que l'on importe de l'autre bout du monde. Voilà. Et on n'a Eh pas le oui. choix. Mmh. Voilà. Donc c'était intéressant aussi de se fixer des objectifs et de se rendre compte qu'en fait, ils sont pas tenables. On peut pas Eh oui. faire, sinon, Oui. sinon on ne fait pas d'exposition. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut élargir ce que je viens de dire à l'échelle d'une société, d'un pays, de l'Europe, ou même Mmh. du monde, Mmh. de voir qu'on est contraint par des cadres et des normes qui font que, malgré toutes les bonnes volontés du monde, on peut pas Être faire mieux, quoi. être aussi vertueux qu'on voudrait l'être. Exactement. D'accord. Adrien Stalter, donc un grand merci de nous avoir permis de comprendre vraiment côté coulisses, tout ce qui a sous-tendu la mise en place de cette très belle exposition qui s'intitule Urgence climatique. Et donc c'est à la Cité des Sciences. Pour nos auditrices et auditeurs, je vais mettre dans le descriptif du podcast les liens pour aller directement vers les informations pratiques pour se rendre à cette exposition et la découvrir. C'est à partir de quel âge on peut emmener les enfants À partir de 15 ans en autonomie, après on peut venir plus jeune, mais il faut être en accompagné. autonomie sans être accompagné par des adultes? Exactement, c'est ça, mais plus jeune avec des parents ou des enseignants, c'est tout à fait faisable. Et D'accord. même au sens large, c'est bien de venir accompagner dans cette exposition pour justement engager le dialogue avec d'autres générations, Oui. d'autres milieux sociaux que le nôtre. Voilà. Il y a des visites pour les scolaires Oui, bien spécifiques sûr. ou? Oui, il y a des Oui. vies spécifiques. On a des ateliers de médiation spécifiques aussi. Donc sur le site internet, vous trouverez un renvoi vers Mmh. toutes les activités de médiation proposées par le service de médiation de la cité. De médiation, c'est-à-dire que ce sont des experts qui parlent avec du grand public ou Alors en avec fait, des entreprises qui on a ont besoin de différentes, réponses ou? alors on a différentes activités. On a un gros service de médiation à la cité avec des médiateurs. Et donc qui développent des jeux, qui développent des activités très spécifiques sur un sujet en lien avec les expositions qu'on a à la cité. Donc en général, ces activités viennent en renfort soit d'une thématique qui existe dans l'exposition et qu'on veut vraiment renforcer pour lui donner un impact, ou sinon de mettre en avant des sujets qu'on n'a pas pu trop développer parce qu'en fait on peut jamais parler de tout. Donc Oui. par exemple, très concrètement dans l'exposition Urgence climatique, Mmh. on a un sujet qu'on a mis de côté, c'est le sujet sur la biodiversité. Ah oui, c'est Parce vrai. que c'était Oui. encore une autre exposition, c'était un autre sujet. Oui. Donc on Mmh. a d'autres expositions à la Cité des Sciences qui parlent de biodiversité, je pense à Bio Inspiré, entre autres choses, ou d'autres institutions parisiennes ou ailleurs qui vont porter un discours vraiment sur la biodiversité. Mais nous, en tout cas, voilà, on a choisi une autre ligne, et on n'a pas pu parler de tout, sinon c'était encore 1000 mètres carrés en plus dans l'exposition. C'était pas Oui, c'est possible. ça. Mmh. Donc dans le cadre de la médiation, on a ces ateliers, ou sinon on a également des conférences qui sont organisées Oui. avec là des spécialistes, des scientifiques sur des sujets aussi en lien avec l'exposition. Très bien. Bah, alors, je renouvelle, donc mes remerciements pour, toutes, ces informations. J'espère qu'on aura donné envie à nos auditrices et auditeurs de se déplacer pour la découvrir parce que c'est enrichissant, c'est aussi, passionnant. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que c'est vrai que le sujet, n'est pas toujours très attrayant, mais là, c'est une façon de se l'approprier aussi avec tous ces moyens, interactifs qui permettent de rentrer un petit peu dans toutes ces problématiques et dans lesquelles nous sommes, mais qu'on comprend pas toujours très bien. Donc, en ça, je trouve que c'est vraiment, très important et très réussi. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet,
si cette interview vous a plu. Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet SoSweetPlanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de SoSweetPlanet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.